Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi d'être de nouveau parmi vous dans cette nouvelle édition. Parlons tout de suite politique pour commencer. Le président de la République, Andry Rajoelina, est de nationalité malagasy, confirme le sénateur Ramanambitana Richard ce jour. Le président Andry Rajoelina, durant son mandat et à travers ses engagements, vise l'intérêt des Malagasy et non le contraire, comme les opposants le soutiennent. Ainsi, le sénateur appelle la population à ne pas se laisser abuser et à rester calme en vue de la préparation de la présidentielle cette année. Braz de Nilsson. Né d'un père et d'une mère malagasy, domicilié à Madagascar, le président Andry Rajoelina répond aux exigences de la Constitution, d'après le sénateur de Madagascar Ramanambitana Richard ce jour, en réponse aux accusations des opposants. Selon lui, à travers ses 13 engagements vers la population, le président de la République veille sur leurs intérêts, d'où les diverses actions sociales, la construction de diverses infrastructures. Le sénateur et président national de l'IFI appelle ainsi la sérénité de la population face aux tentatives de troubles faites par l'opposition. L'article 46 de la Constitution souligne que les personnes voulant se présenter à l'élection présidentielle devraient être impérativement de nationalité malagasy, bénéficiant de tous ses droits, ayant au moins 35 ans et vivant à Madagascar depuis au moins 6 mois avant la période électorale. Le président de la République, répondant à cette Constitution, peut une fois de plus se représenter à la présidentielle s'il le désire. Et dans le cadre de la préparation de la fête nationale, le nombre des éléments de force de l'ordre sera renforcé avant, pendant et après la célébration du 26 juin, selon les déclarations faites par les monades ce jour au camp Ratimanjave. Des urgences seront également mises en place dans chaque région. Concernant l'intimidation et la blessure de leurs éléments à Murundave, les monades affirment qu'une enquête est en cours et que des mesures seront prises. Célébrer le 63e anniversaire du retour de l'indépendance dans le calme et la sécurité, tel est l'objectif de l'état-major mixte opérationnel national ou EMONAT. Ainsi, les forces de l'ordre seront mobilisées avant, pendant et après le 26 juin. Leur nombre sera renforcé dans toute l'île. À part les forces de l'ordre en exercice, un service d'urgence sera également mis en place ce jour, selon le général Andry Ragutunjazak, communication de la gendarmerie nationale. Au sujet de l'intimidation et la blessure d'un élément de force de l'ordre à Murundave lors d'un rassemblement à caractère politique, les responsables de l'EMONAT ont annoncé qu'une enquête est ouverte et des sanctions vont tomber. En économie, 189 opérateurs touristiques ont reçu ce jour au CCI Ivatu des distinctions honorifiques lors de l'ITM. 158 parmi eux ont été élevés au rang de chevaliers de l'ordre national, 28 officiers de l'ordre national et 3 commandeurs de l'ordre national malagasy. Pour le ministre de tutelle, ces opérateurs ont promu le tourisme malgré le Covid-19. Ils n'ont pas baissé les bras et ont fait face à cette crise. C'est donc une occasion de les remercier. Plus d'explications. L'idéal de l'ordre national est défini comme suit. La réunion d'un vivier de talents, de travailleurs, d'artisans, de chefs d'entreprise, des hommes et des femmes qui ne doivent rien à leur naissance, rien à leur situation sociale, mais qui, toutes et tous, en s'engageant, ont apporté le meilleur d'eux-mêmes à la collectivité nationale. Cet immense réservoir de talents que vous représentez dorénavant doit encore servir les valeurs de la nation. Dans un tout autre sujet, dans le cadre du PAJMA ou projet d'appui à la justice malagasy, l'AFD ou Agence française de développement a financé à hauteur de 2 milliards d'ariars les travaux d'extension de la prison de Manzakanjin. La pose de la première pierre s'est tenue hier. Les détails. Le projet PAJMA
vise à rénover ou construire des infrastructures afin d'améliorer le système judiciaire malagasy. Parmi ces projets, l'installation d'eau et d'électricité au sein de l'École nationale de l'administration pénitentiaire, ou ENAP, à Tuamassen, la rénovation de la salle numéro 6 du tribunal à Noussi, mais aussi l'extension de la maison de force des femmes à Mazakadjin. On a mis en place 2 projets d'appui. Le projet qui s'appelle le PAJMA, projet d'appui à la justice de Madagascar, pour un montant de 5 millions d'euros, qui appuie ce ministère dans les composantes que je viens de citer. Et d'autre part, un projet d'un montant également de 5 millions d'euros, qu'on appelle Fanarenan, qui appuie spécifiquement le secteur pénitentiaire en traitant les questions de nutrition, les questions de santé, les questions de réinsertion, avec des actions conduites par plusieurs groupements d'ONG qui rentrent dans les prisons de Madagascar. Et je remercie Madame le ministre et l'administration pénitentiaire d'avoir cette transparence, d'ouvrir les prisons à des partenaires extérieurs. C'est comme ça qu'on aura des résultats. La pose de la première pierre de cette extension s'est tenue hier en présence de la ministre de la Justice, Radja Manatena Soulinde Boulatine. 2 milliards d'ariars sont destinés à ce projet. Selon la ministre, les conditions de vie des prisonnières seront améliorées une fois les travaux effectués. Cela réduira également la corruption, selon elle. Le projet entre dans le cadre de la réalisation de ces engagements, a-t-elle souligné. À titre de rappel, le PAJMA est financé par l'AFD et consiste en 5 grandes lignes. Le but étant une justice équitable, la proximité et surtout la lutte contre la corruption. Selon les estimations, les travaux seront achevés dans 6 mois. Dans les actualités sociales, le coût d'une circoncision varie de 40 000 à 60 000 ariars dans les cliniques privées, un coût qui n'est pas à la portée de la plupart des foyers malagasy. Pour cette raison, le gouvernement a mis en place les circoncisions collectives dans les 23 régions. L'ouverture officielle de cette campagne s'est tenue ce jour à Itosi. Radraman Zatouf sur les images de Yves Janel. De nombreux parents ont décidé de participer à la circoncision collective, faute de moyens financiers. En effet, le coût d'une circoncision varie de 40 000 à 60 000 ariars dans les cliniques privées. Ainsi, ce jour, une centaine de petits garçons ont été circoncis à l'hôpital d'Itosi. Selon le député IRD élu dans le district d'Atsimoujan, de telles initiatives contribuent à baisser les dépenses au sein des foyers. D'après le ministre de la Santé, le professeur Zeliar Vilranjamanatandi, c'est une réponse aux consignes du président de la République qui est de privilégier les actions sociales. Les enfants circoncis ont reçu des médicaments et des jouets de la part du gouvernement. Le respect des normes en matière de réhabilitation des routes dans les zones rurales sera exigé des entreprises, surtout les normes pour faire face au changement climatique. Le manque de contrôle est parmi les raisons pour lesquelles les routes nationales ne durent pas longtemps dans le pays. Ce point a été abordé durant la remise de la feuille de route pour le contrôle de la conformité malagasy, ou COMAC, par la CPGU hier. Selon les explications, les budgets alloués pour la réhabilitation des routes peuvent être utilisés pour la construction de nouvelles routes si les normes étaient respectées. Indeniana Martina, Saint-Sylvain. Sur les 31 640 km de routes de Madagascar, les routes nationales 44 et 12A sont celles qui respectent les normes en matière d'environnement et de changement climatique. De ce fait, si l'on veut avoir des routes qui durent, leurs habilitations doivent être aux normes. Raison pour laquelle un manuel d'utilisation a été réalisé afin que les routes nationales dans tout Madagascar puissent faire face aux catastrophes naturelles et aux érosions. Ce manuel d'entretien doit faire partie des cahiers des charges. En effet, les normes et la durée des routes doivent être déjà établies au niveau des appels d'offres à l'endroit des entreprises. Ce manuel pour la construction d'infrastructures routières, qui suit les normes en matière de changement climatique, a été déjà mis en œuvre en 2019. Outre le manuel d'entretien, la cellule de prévention et d'appui à la gestion des urgences effectue un renforcement de capacité des acteurs dans le domaine des travaux publics. Et côté sport, les athlètes de la discipline karaté-do entrent dans le 5e regroupement des athlètes. 73 athlètes malagasy sont présents à ce regroupement et 31 seront retenus pour porter le flambeau du pays durant les Jeux des îles de l'océan Indien qui se tiendront à Madagascar le 23 août au 3 septembre prochain. Indeniana Martina, Nzaranjiansu.
73 karatékas issus des 4 coins de Madagascar dans la catégorie senior suivront le 5e regroupement initié par la Fédération Malagasy de Karaté-Do, ici au Bypass. Le but de la fédération est de composer une équipe nationale pour les Jeux des îles de l'océan Indien. Cette présélection de l'équipe nationale est constituée de la catégorie hommes des moins de 60 kg, des moins de 67 kg et des moins de 75 kg, des moins de 84 kg et des plus de 84 kg. Dans la catégorie femmes, senior, moins 50 kg, moins 55 kg, moins 61 kg, moins 68 kg, plus 68 kg. Ce regroupement entre dans le cadre de la préparation des Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar du 23 août au 3 septembre prochain. Les ministres coachs de cette discipline, à savoir le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, sont venus voir sur quel point les 2 ministres peuvent appuyer la discipline hier et d'encourager les athlètes. Après tous les regroupements, les techniciens procéderont aux élections des 31 athlètes qui constitueront l'équipe nationale malagasy de karaté-do, selon toujours les explications. Dans les actualités internationales, alors que les recherches d'éventuels survivants se poursuivaient hier, 9 Égyptiens soupçonnés d'être des passeurs ont été arrêtés en Grèce après le naufrage d'un bateau de migrants au large des côtes grecques qui pourrait avoir fait des centaines de morts. France 24. Des rescapés et encore beaucoup de questions. Une centaine de personnes ont été officiellement sauvées par les autorités grecques. Tous sont des hommes, évidemment très marqués par le naufrage et la disparition de leurs proches. Sur le plan psychologique, ils sont tous très affectés et leur principale préoccupation est de rechercher des informations sur le reste des personnes avec lesquelles ils étaient sur le bateau. Car vous comprenez qu'il y avait aussi des amis et des membres de la famille. Cette photo, dévoilée par la marine grecque, montre un bateau de pêche surchargé. À son bord, plusieurs centaines de personnes, dont des femmes et des enfants, selon les témoignages de rescapés. En parallèle des recherches de survivants, les autorités ont arrêté 9 hommes de nationalité égyptienne, dont le capitaine du navire. Ils sont suspectés d'être les passeurs à l'origine de cette traversée mortelle. Le drame a provoqué une onde de choc dans la classe politique grecque et à l'échelle européenne. L'Union européenne doit travailler plus dur dans ce domaine. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre des vies en mer. Au cœur de la polémique, c'est toute la politique migratoire de Bruxelles qui est à nouveau remise en question. À Athènes et à Thessalonique, quelques 5000 personnes proches de la gauche ont défilé dans les rues pour réclamer des comptes et la fin d'une politique que certains jugent inhumaine. Et puis la délégation de dirigeants africains pour une médiation en Ukraine, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, se sont rendus dans la ville de Boutcha, près de Kiev, théâtre d'un massacre de civils imputés à l'armée russe. France 24. Il devait à l'origine être 7, mais finalement seuls 4 chefs d'État africains seront du voyage. Cyril Ramaphosa pour l'Afrique du Sud, Macky Sall pour le Sénégal, Hakainde Hichilema pour la Zambie et Azali Assoumani, président des Comores et de l'Union africaine, formeront l'équipe de médiation. Ils rencontreront d'abord Volodymyr Zelensky vendredi à Kiev, puis Vladimir Poutine le lendemain à Saint-Pétersbourg. Une initiative saluée par le secrétaire général de l'ONU. Il s'agit d'une initiative importante basée sur la bonne volonté d'un certain nombre de pays significatifs. Mais quel message portera cette délégation? Par le passé, les pays africains ont montré leur division. En février, 30 votent en faveur d'une résolution appelant la Russie à retirer ses forces armées d'Ukraine, 22 s'abstiennent et 2 votent contre. Au sein même de la délégation, le gouvernement sud-africain a récemment rappelé l'amitié qui le lie à la Russie, alors que la Zambie, elle, penche en faveur de l'Ukraine. Mais selon la Fondation Brazzaville, à l'origine de cette médiation, le but est plus économique que politique. La médiation vise à obtenir des accords pour libérer les cargaisons de céréales et d'engrais en direction de l'Afrique, atténuant ainsi le risque potentiel de famine sur le continent. Quelques jours avant ce voyage, Vladimir Poutine a menacé de bloquer l'accord de juillet 2022 sur les exportations des céréales ukrainiennes. Le Kremlin reproche à Kiev de ne pas respecter les exportations des engrais russes, un sujet qui animera les discussions menées par la délégation africaine.
Pour terminer, une visite controversée et dénoncée par les associations de défense des droits humains. Le président Emmanuel Macron s'entretient avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, au cours d'un déjeuner à l'Élysée où nombre de sujets devraient être abordés, de la guerre en Ukraine à l'Iran, en passant par la crise libanaise et la Syrie. France 24. Nouvelle poignée de main controversée en perspective. Un an après sa visite à Paris, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman déjeunera demain à l'Élysée. Surnommé MBS, il est critiqué pour ses graves violations des droits de l'homme, alors pourquoi continuer à le recevoir? Emmanuel Macron va l'accueillir demain au risque de choquer. L'homme fort de Riyad est accusé d'être impliqué dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi et de réprimer violemment les oppositions. Nous sommes scandalisés par la situation des droits humains en Arabie Saoudite. D'abord, le recours aussi à la peine de mort. 196 exécutions en 2022, contre 87 en 2021, contre 27 en 2020. Donc on voit que ce chiffre ne cesse d'augmenter. L'Élysée justifie la rencontre. Le président aimerait qu'MBS fasse pression sur Vladimir Poutine, dont il est proche, pour accélérer la fin du conflit en Ukraine. Le chef de l'État veut aussi préparer le sommet pour un nouveau pacte financier mondial la semaine prochaine à Paris. Mais d'autres intérêts sont en jeu. D'abord, le pétrole. On ne peut pas avoir des sanctions sur le pétrole et le gaz russe et se priver du pétrole saoudien. Donc il faut alimenter les marchés. C'est tout simplement, les États sont des monstres froids et la réelle politique commande qu'on traite avec MBS. Riche, l'Arabie Saoudite représente aussi de potentiels contrats. Emmanuel Macron aurait d'ailleurs renoncé à un déplacement demain dans le sud-ouest pour recevoir un dirigeant devenu incontournable. Fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Data, présentée par Jean-Claude Ndjamalal, suivie du film Fast and Furious 10. Passez une excellente soirée sur Viva. Au revoir.